Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Mail de Glaçons et je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode de la saison 2 de notre webinaire Un métier d'exception. Alors, comme toujours, je vais vous rappeler quelques règles. D'abord, je vais vous inviter à me dire bonjour en mettant un petit message dans le chat pour m'assurer que ça fonctionne pour tout le monde. Bonjour Andine, bonjour Christina, bonjour Marine, bonjour Sylvie. Super, je vois que vous êtes encore très nombreux à nous rejoindre. On va passer 1 heure avec le général Alvarez qui va vous parler de son parcours incroyable et vous donner plein d'informations sur l'armée de l'air et de l'espace. Vous savez que les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à notre invité et les 30 minutes suivantes, on prendra vos questions. Alors, pour pouvoir bien prendre vos questions, je vous rappelle quelques règles. 1, c'est de mettre vos questions dans l'onglet questions, qui est juste à côté du chat que vous avez utilisé pour me dire bonjour. 2, c'est de bien préciser qui vous êtes avant de poser votre question. Donc, n'hésitez pas à me rappeler votre prénom, votre âge, la formation que vous suivez et puis même votre établissement. Ça me permettra de personnaliser au mieux votre question pour le général. Et puis derrière, n'hésitez pas à poser votre question. Comme on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions parce que vous êtes encore une fois très nombreux, j'ai le compteur qui s'affole, il va falloir m'aider à faire remonter les questions qui vous intéressent le plus. Du coup, vous aurez la possibilité de voter pour vos questions préférées. Et je prendrai les questions qui ont le plus de likes, je les prendrai les unes après les autres. Donc, ça dépend vraiment de vous. C'est vous qui avez en main le choix des questions que je poserai au général. Voilà. On va en apprendre beaucoup plus sur le parcours exceptionnel du général Alvarez, que j'invite à me rejoindre sur scène. Alors, il devrait me rejoindre dans une toute petite minute. N'hésitez pas, vous pouvez commencer à mettre vos questions, même pendant la première période. Ça laisse le temps, plus vous mettez vos questions tôt, plus il y a de chances qu'elles soient likées, pour que quand j'arrive dans 30 minutes à prendre l'ensemble des questions, on puisse mettre en avant les vôtres. Alors, le général se prépare à me rejoindre sur scène. Bonjour mon général. Vous allez bien? Très bien. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous et avec tous ces jeunes. Je sais qu'ils sont tous à une période importante de leur vie puisqu'ils doivent faire des choix quant à leur vie professionnelle future. Et voilà, je suis content de pouvoir répondre à certaines de leurs interrogations et de participer humblement à leurs futurs choix. Que ce soit au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et là on sera heureux de les accueillir, ou ailleurs. Alors mon général, merci pour votre temps, merci d'être avec nous. On va revenir un petit peu sur votre carrière assez exceptionnelle. Et donc du coup, peut-être la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce choix de l'armée de l'air et de l'espace? Alors moi, je me suis engagé très vite dans l'armée de l'air et de l'espace à 15 ans, après la troisième. Aujourd'hui, c'est même plus possible de s'engager aussitôt, puisqu'on ne peut s'engager qu'à partir de 16 ans. Et je me suis engagé au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes parce que lorsque j'étais au collège en troisième, j'ai vu passer un carpodium de l'armée de l'air qui expliquait un petit peu les métiers. Et comme j'étais déjà assez intéressé par le monde de l'aéronautique, j'ai dit pourquoi pas. Et donc j'ai intégré l'école de Saintes, sachant que à l'époque à Saintes, on ne passait même pas le bac. Donc je suis allé un peu dans l'armée de l'air à tâtons. Et heureusement, et ça c'est une constante qu'il faut retenir parce qu'elle est encore beaucoup plus vraie aujourd'hui, notamment avec moi en tant que DRH. L'armée de l'air à l'époque déjà proposait des opportunités d'évolution, ce qu'on peut appeler l'ascenseur social. Et donc elle m'a repéré parce que j'étais pas trop mauvais dans le travail scolaire. Et donc, elle m'a plutôt orienté vers la classe de seconde C à l'époque, donc plutôt la classe scientifique maths. Et donc, j'ai fait seconde, première, terminale maths P, et j'ai pu intégrer l'école de l'air de Salon-de-Provence, qui est l'école des officiers. Donc, en fait, je suis rentré au plus bas de l'échelle en tant que deuxième classe, et assez vite, à la fin de la scolarité, je me suis retrouvé élève officier. Voilà, donc
j'ai eu de la chance. Je peux dire que, et évidemment, je n'ai jamais regretté ce choix-là. Parfait. Donc, vous allez à l'école de l'air. Quand vous sortez de l'école de l'air, c'est quoi votre première affectation? Voilà, alors l'école de l'air, c'est une école d'ingénieur. Donc on y passe 3 ans et on sort avec un diplôme d'ingénieur. La plupart des élèves qui rentrent sont pilotes, mais il y a également beaucoup d'autres métiers. Et moi, j'étais plutôt spécialisé dans le domaine des télécoms et des systèmes d'information et de communication. Donc j'ai été affecté au centre de détection et de contrôle de Nice-Montagel. Et en tant que lieutenant, j'ai été tout de suite chef de service. Donc je commandais une dizaine de sous-officiers qui étaient évidemment des spécialistes du domaine, des techniciens plus âgés que moi, mais c'était quand même moi leur chef et c'était à moi d'assurer la mission. Et la mission, c'était de mettre en œuvre le matériel du centre de détection et de contrôle de Nice qui contribue à détecter et à identifier tous les avions qui survolaient la zone. En général, bien, vous arrivez sur ce premier poste à quoi, 23, 24 ans en sortant de l'école et vous avez déjà 10 personnes sous vos ordres, d'une certaine manière. Voilà, donc la responsabilité là, tout à fait. Donc là, j'ai 23 ans, je sors je finis ma scolarité Bac+5 et donc j'arrive aux responsabilités. La première année, chef de service avec 10 personnes sous mes ordres. Et comme je m'en suis pas tiré trop mal, dès l'année suivante, je deviens chef de division. Et là, j'ai 30 personnes sous mes ordres. Voilà. Et on apprend petit à petit à devenir chef. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que lorsque vous devenez officier dans l'armée de l'air, certes, vous avez un métier de base, un métier dans lequel vous êtes spécialiste, mais avant tout, vous êtes officier, donc vous êtes un chef. Et vous aurez à diriger et à manager un certain nombre de personnels, sous-officiers ou militaires du rang, et c'est à vous de leur indiquer l'action qu'ils ont à faire, avec évidemment pour objectif remplir la mission. Donc, un message pour tous les jeunes qui nous écoutent, si vous voulez avoir des responsabilités tôt, l'armée de l'air, en faisant de vous un officier, vous offre cette possibilité très jeune en fait. Voilà, donc après, donc je finis cette première affectation opérationnelle et je profite d'un deuxième élément qui est important, c'est la formation continue très performante que mettent en place de façon générale les armées, mais également l'armée de l'air de l'époque qui s'appelle, comme vous savez aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace. Et donc l'armée de l'air m'envoie en scolarité de nouveau, mais pendant 2 ans, mais ce coup-là à Subtélécom, donc une grosse école des télécoms. En gros, c'est l'école française des télécoms, puisque c'est mon domaine. Et je sors 2 ans après avec un deuxième diplôme d'ingénieur, ce coup-là, un diplôme de Subtélécom. Alors évidemment, oui. Excusez-moi, après une école militaire, vous faites une école civile avec d'autres jeunes qui ne sont pas militaires comme vous. Et vous avez un deuxième diplôme, et tout ça, c'est l'armée de l'air qui vous l'offre dans votre formation continue. C'est l'armée de l'air qui me l'offre dans ma formation continue, donc je suis un peu plus âgé. Donc là, j'ai 29 ans et je me retrouve avec des jeunes qui ont fait comme moi maths sup, maths spé et qui donc sont en école environ à 20 ans. Je me retrouve avec des polytechniciens qui, eux, finissent les 3 ans de polytechnique et font une école d'application. Et puis, je me retrouve aussi avec d'autres comme moi, admis sur titre, puisque là, je suis admis sur titre, et d'autres qui ont, pour certains, mon âge ou plus jeunes. Donc, du coup, c'est quand même très enrichissant. Et évidemment, la formation est exceptionnelle. Et l'armée de l'air, ensuite, elle doit rentabiliser cet investissement. Et donc, elle m'affecte de nouveau à l'école de l'air. Mais là, j'y retourne. Donc, du coup, 8 ans plus tard, ce coup-là, en tant que professeur. Donc, je suis professeur d'électronique et de télécommunications. Et c'est un peu le système de formation de l'armée de l'air. Alors, dans toutes les écoles, il y a en effet des professeurs, même agrégés, des matières académiques, physiques, etc., dont c'est le boulot. Mais également, on y injecte temporairement, pour des périodes de 3 ou 4 ans, des gens qui sont dans les forces, donc qui ont déjà une expérience opérationnelle et qui vont également former les jeunes. Et donc, le jeune me voit arriver, moi, là, je suis déjà capitaine, quelqu'un qui était à leur place quelques années auparavant, et quelqu'un sur lequel ils peuvent se projeter.
ils peuvent dire, ben voilà, moi, je commence mon périple dans l'armée de l'air et de l'espace. Je suis encore en école, mais quand je vais sortir, ben, je vais vivre à peu près la même expérience, alors évidemment dans d'autres unités, mais la même expérience que le capitaine Alvarez qui est en train de m'enseigner l'électronique et les télécoms. Donc ça, pour moi, ça a été une expérience très gratifiante parce que c'est très valorisant de transmettre le savoir et l'expérience. Donc pour moi, c'est une expérience forte de ma carrière. Et là, je peux dès à présent mettre en avant également un autre facteur de l'armée de l'air et de l'espace, c'est que c'est la variété des postes, c'est-à-dire vous arrivez et en fait vous changez de poste. L'armée de l'air et de l'espace vous construit un parcours professionnel tout au long de votre carrière en fonction du potentiel qu'elle décèle en vous. Voilà. Et donc, après cette période de l'école de l'air en tant que professeur, et toujours pour rentabiliser la formation quand même de Subtélécom, elle m'envoie, et c'est à l'état-major de l'armée de l'air parisien, donc c'est mon premier passage à ce qu'on appelle l'administration centrale. Et là, je suis en charge pour l'armée de l'air de suivre le déploiement de tous les nouveaux systèmes modernes de télécommunications sur toutes les bases aériennes. Donc là, mes interlocuteurs, ce sont les industriels, donc en l'occurrence, c'est Thales. Et là, moi, en tant qu'ingénieur de Subtélécom, je peux discuter avec les ingénieurs de Thales que j'ai en face, qui ont conçu les systèmes qui sont en train de nous vendre. Alors moi, mon boulot dans ce cadre-là, c'est plus d'exprimer le besoin. Voilà, je suis le représentant de l'armée de l'air et base par base, c'est moi qui exprime les besoins en fibre optique, en nombre de téléphones, en réseau informatique, etc. Donc là, c'est pareil, c'est une nouvelle facette. Et jusqu'à présent, donc je suis dans une partie de carrière, c'est cette première partie de carrière où je suis quand même focalisé sur mon domaine de compétences, en l'occurrence ingénieur en télécom. Donc ça, c'est aussi une constante. Vous rentrez dans l'armée de l'air avec un métier et au début, vous travaillez sur différents postes, mais dans votre domaine pour lequel vous avez été formé. Et ça, c'est la première partie de carrière sur votre première, et puis ça va changer quand vous allez prendre des postes de commandement. Oui, alors après, il y a une phase très importante dans les armées, c'est l'école de guerre. Donc c'est quand même un concours pour les officiers de carrière. Et réussir l'école de guerre, ça vous ouvre des perspectives, ça peut vous amener jusqu'aux plus hautes responsabilités. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même un concours que tout le monde essaie d'avoir. Et surtout, pour pouvoir commander les plus belles unités de l'armée de l'air, généralement, il faut avoir réussi l'école de guerre. Moi, j'ai réussi l'école de guerre en 2000. Donc, réussir l'école de guerre, ça veut dire que pendant un an, on suit une scolarité interarmée et internationale. Et c'est ça qui est important, c'est que jusqu'à présent, je sévissais, entre guillemets, au sein de mon armée de l'air. Là, c'est la première fois que je suis confronté avec des camarades de l'armée de terre, des camarades de la marine, des autres services interarmés et avec beaucoup d'officiers étrangers. Voilà. Et pendant cette année, on nous briefe, on nous apprend l'organisation de la défense, on nous fait réfléchir sur toutes les problématiques politico-militaires, etc. Mais surtout, comme je disais, l'école de guerre, c'est le sésame pour pouvoir commander les plus belles unités. Et donc moi, en sortie de l'école de guerre, je vais commander l'escadron des systèmes d'information et de communication de Lyon-Montverdun, qui à l'époque est la plus grosse unité de ce type de l'armée de l'air. Et donc là, je suis lieutenant-colonel et je suis chef de 280 personnes. Alors, j'arrive en 2001, 4 jours avant les attentats du World Trade Center. Et la mission de Lyon, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mission de l'armée de l'air. Il faut détecter et identifier en permanence tous les avions qui nous survolent. Et en temps normal, ce n'est pas le cas actuellement avec la crise sanitaire, mais en temps normal, c'est 11 000 avions qui pénètrent l'espace aérien français. Et l'armée de l'air a en permanence des avions en alerte. On a 4 plots. Et ces avions, ces chasseurs, ces Rafale ou ces Mirage 2000, on les fait décoller dès qu'il y a un doute, dès qu'on détecte quelque chose et puis on ne sait pas quel est cet avion ou alors l'avion ne répond pas.
voilà, il y a un chasseur qui décolle et il va à la rencontre de l'avion pour l'identifier. Parfois, c'est des pannes radio, donc c'est le Rafale ou le Mirage 2000 qui le guide, qui lui ouvre le chemin pour qu'il aille se poser sans danger sur le premier aéroport le plus proche. Voilà, donc moi, après les attentats de New York, 3 jours après, j'ai France 3 qui arrive à Lyon-Montverdun pour poser la question, est-ce que ça peut arriver en France, quoi? Est-ce que si ça arrive en France, nous, on a les moyens de réagir, etc. Donc là, j'arrive pile poil, malheureusement, hein, parce qu'on se serait bien passé évidemment de cet événement, mais voilà, on commence déjà à être au milieu de l'histoire. Donc moi, je passe 3 ans à la tête de cette belle unité de 280 personnes. 280 personnes, ça reste à taille humaine. 280 personnes, je les connaissais tous personnellement par leur nom. Je connaissais leur histoire, la plupart également. Alors, quand on est chef, on s'implique beaucoup, hein. Moi, j'avais des gens qui étaient de permanence à Noël et au jour de l'an. Avant de faire la fête, puisque moi, je n'étais pas de permanence ces jours-là, j'allais quand même les voir avec la bouteille de champagne. Et puis, mon épouse venait d'ailleurs. C'est la seule fois où elle pouvait pénétrer dans ces endroits. Et puis, je passais un moment, le début de la soirée, avec mes troupes, qui étaient, elles, de permanence chez elles et qui étaient pas avec leur famille. Et puis, pendant ces 3 ans, j'ai fait des opérations extérieures, puisqu'en fait, quand on est dans l'armée de l'air, la mission, c'est de protéger les Français. Et parfois, pour protéger les Français, il faut aller agir à l'extérieur. Et donc, moi, toujours dans ce contexte du 11 septembre, vous savez que dans la foulée, les Américains se sont battus pour mettre les talibans hors d'Afghanistan, hein, en utilisant des troupes et des factions au sol. Et nous, la France, on les a aidés. Et notamment, on avait 6 Mirage 2000D qui étaient basés au Kirghizistan, dans la capitale. Et tous les jours, ces Mirage 2000D décollaient, volaient pendant 2 heures pour arriver au-dessus de l'Afghanistan, faisaient la mission, donc soit délivrer de l'armement, soit aider les troupes au sol, et ensuite avaient encore 2 heures de retour jusqu'au Kirghizistan, évidemment avec plusieurs ravitaillements en vol. Et moi, j'étais affecté en Arabie Saoudite, à Al-Kharj, où il y avait le grand centre de commandement aérien américain, puisque en fait, des avions, il y en avait partout dans la zone, hein, notamment des avions américains. Il y en avait sur les porte-avions, il y en avait en Turquie, en Irak, au Koweït. Et donc, en fait, c'est à Al-Kharj, le centre de commandement, où se programmaient toutes les missions. Donc moi, ma mission, j'étais commandant des systèmes d'information et de communication français, c'était de pouvoir transmettre tous les soirs aux pilotes français qui étaient au Kirghizistan quelles étaient les missions qui leur avaient été attribuées pour le lendemain. Voilà, donc c'est là, évidemment, j'ai pas beaucoup vu et visité l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'on ne pouvait pas trop sortir de la base aérienne. Donc c'était une base aérienne saoudienne où il y avait des Américains et également des Britanniques. Mais bon, c'est là, on est au cœur de l'action, on s'engage pour ça. Et à peine rentré en France, j'ai eu aussi la chance, au début, alors j'ai la lumière qui s'éteint, mais il faut bouger un peu pour que ça se rallume. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être désigné. Il y avait le G8 à Évian, donc là c'était en juin 2003. Et comme moi j'étais à Lyon-Montverdun, c'était assez proche d'Évian, donc c'est moi qui ai été désigné commandant des systèmes d'information et de communication interarmées. Et donc là, je suis allé sur le terrain. Donc je vous rappelle qu'à cette époque-là, le G8 précédent, c'était à Gênes. Il y avait eu des morts, hein, puisque les mouvements altermondialistes étaient très actifs et assez violents. Donc là, le G8 à Évian, moi, on m'a donné un lycée désaffecté. Et puis là, on m'a dit, là-dedans, il faut mettre le PC de l'armée de l'air, le poste de commandement de l'armée de terre, le poste de commandement de la gendarmerie et le poste de commandement de nos amis suisses, puisqu'en fait, c'était un G8, mais le président Chirac avait invité une vingtaine de chefs d'État africains également. Et comme tout le monde ne pouvait pas être logé à Évian, certains étaient logés de l'autre côté du lac, à Lausanne. Donc les Suisses étaient de la partie. Et pour moi, dans mon métier d'ingénieur télécom, voilà, c'était le summum, parce que là, on me donnait une feuille blanche. Je savais quel était le but à atteindre, donc déployer plein de matériel.
Et puis là, avec mes troupes, on a pondu l'architecture. Nous, on est arrivé un mois avant tous les autres et on est parti 15 jours avant tous les autres parce que nous, on a monté, toute l'architecture. Voilà. Et donc là, je peux dire que dans mon domaine de compétences télécom, là, voilà, en ayant fait ça, voilà, j'avais fait le tour. Voilà, j'avais fait le tour. Donc du coup, comme j'avais réussi l'école de guerre et que ça m'ouvrait des horizons, là, je peux dire que globalement, je finissais ma première partie de carrière dans mon domaine de compétences, les télécommunications et les systèmes d'information. Et là, l'armée de l'air, à partir de là, elle essaie de diversifier le parcours. Donc, elle essaie de nous faire autre chose, de nous donner d'autres compétences. Et moi, j'ai eu la chance, en 2004, de pouvoir partir à l'étranger. Donc, j'ai été affecté à Bruxelles, au siège de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Et pendant là encore 4 ans, j'ai œuvré non plus sur des problématiques de télécom ou d'informatique, mais plutôt sur des problématiques plus politico-militaires, voilà, de position des pays les uns par rapport aux autres, de lutte d'influence, voilà. Et donc ça a été très enrichissant. Suite à ce poste-là, vous avez un nouveau poste oui, alors évidemment, ça s'arrête jamais. Hein. Donc là, ça m'a donné un peu le label. Moi, j'avais le label SIC, enfin Système d'information et de communication. Ça m'a donné le label Relations internationales. Et ensuite, j'ai été affecté sur des postes en administration centrale, à l'état-major des armées, à l'inspection générale. L'inspection générale, c'est l'inspection de la ministre. Donc dès qu'il se passe quelque chose, la ministre, elle envoie les inspecteurs. Alors moi, je n'étais pas inspecteur général, c'est un général 5 étoiles. À l'époque, j'étais colonel, donc moi, j'étais l'officier traitant, hein. Souvent ceux qui font le travail. Hein. Et puis, donc, du coup, grâce à ça, j'ai pu mener des enquêtes très intéressantes, dont je ne peux pas trop parler. Et puis, à l'état-major des armées, là, pareil, j'étais au cœur des décisions, quoi. J'ai vu, donc, j'étais assez proche directement du général de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées. Et donc là, alors évidemment, encore une fois, moi, j'étais que colonel, donc c'est moi qui préparais certaines réunions, c'est moi qui était note-taker, qui prenait les notes, les comptes rendus, qui faisait les comptes rendus. Mais en fait, voilà, j'étais au cœur de la décision, quoi, y compris politico-militaire, puisque toutes les semaines, le chef d'état-major des armées rencontrait le président de la République. Donc à l'époque, c'était Hollande, le président Hollande. Et voilà. Donc là, ça m'a également élargi l'horizon. Et c'est après ça que vous faites l'IHEDN? Alors oui, alors en fait, l'IHEDN, je l'avais fait avant. Donc l'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de la défense. Donc là, c'est pareil. C'est un signal fort parce que les places sont chères pour l'IHEDN et lorsqu'on est désigné pour l'IHEDN, bon voilà, ça montre qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités. Mais le meilleur était à venir. Le meilleur était à venir puisqu'en fait, quand on s'engage dans l'armée de l'air, en tant qu'officier, c'est pour commander. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais commencé par 10 personnes, ensuite 30 personnes, et puis commandant d'unité 280 personnes. Et là, après, j'ai eu l'honneur d'être désigné, merci de la confiance dont ont fait preuve les plus hautes autorités de l'armée de l'air. Donc, j'étais encore colonel et je suis allé commander la base aérienne de Rochefort dans les Charentes-Maritimes. Et la base aérienne de Rochefort, elle accueille l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Et là, c'est le poste de commandement par excellence. Là, j'avais 3500 personnes, 20 millions d'euros de budget, et avec la mission de faire tourner la boutique. Et la boutique, c'était former des jeunes. Donc, tous les mois, j'accueillais, mais c'est toujours le cas, 130 jeunes bacheliers qui se engagent dans l'armée de l'air de l'espace pour être sous-officiers dans 50 métiers. Et donc, l'objectif, c'est de les former. Et comme l'armée de l'air, elle monte en puissance, là, il y avait du pain sur la planche. Parce qu'en 2014, il y avait 700 jeunes qui arrivaient par an. Et quand je suis arrivé en 2017, on était passé à 1400. Donc là, les 1400, il faut les nourrir, les loger, les former. Mais bon, c'était exceptionnel. Puis du coup, j'ai vu passer 4000 jeunes. En 2 ans, j'ai vu passer 4000 jeunes. Et c'est vrai que côtoyer les jeunes, c'est très rafraîchissant, surtout pour quelqu'un qui commence à devenir un peu âgé comme moi. Ça décoiffe. Hein, voilà, parce que en fait,
Et ça, j'essaie de l'expliquer à certains de mes cadres. Voilà, bon, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui auxquels je m'adresse ce soir, vous êtes différents de ceux que nous étions à votre âge. Vous êtes différents, mais ouais, bon, alors certains disent, ouais, non, moi je dis non, ils sont beaucoup mieux que nous. Moi, quand je vous ai raconté, je me suis engagé à 15 ans. À 15 ans, j'ai pris le train. Je ne savais même pas qu'il fallait composter le billet. Je n'étais jamais sorti de mon village à Perpignan. Voilà. Alors que les jeunes qui arrivent à Rochefort aujourd'hui, ils ont fait le tour du monde. Voilà. Donc une ouverture d'esprit. Alors ils sont plus exigeants. En effet, vous êtes plus exigeants que ceux que nous, on était à l'époque. Voilà. Mais c'est bien d'être exigeant. C'est bien d'être exigeant parce que ça nous challenge et c'est à nous de nous adapter parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous. C'est vous l'avenir. C'est vous l'avenir. Donc cette expérience à Rochefort, j'en garde un souvenir vraiment. J'ai même eu le blues. Alors, on dit qu'il y a le baby blues après les accouchements. Moi, quand j'ai quitté mon poste de commandant de Rochefort, j'ai eu le blues d'être commandant de Rochefort, même si voilà, maintenant j'ai été adjoint au DRH et là maintenant je suis DRH de l'armée de l'air. Donc là maintenant, je ne les commande pas, mais je m'occupe des 40 000 aviateurs. Incroyable. Donc, voilà, ça fait beaucoup de monde. Donc, en gros, c'est quoi ma mission d'aujourd'hui? C'est établir les politiques RH qui vont s'appliquer à eux et puis surtout les mettre en œuvre. Donc, ça veut dire recruter, former, administrer, payer, ça c'est important, payer, Oui. les muter et puis aider à leur reconversion parce que nous, dans les armées, on a un modèle RH de flux, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre, ça sorte. On a un impératif de jeunesse. Voilà, il ne faut pas oublier quand même que lorsqu'on s'engage dans l'armée de l'air, avant tout, on devient militaire. Militaire, c'est quand même un métier un peu particulier. Il faut bien réfléchir hein, parce qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des suggestions. Alors, en général, des avantages et des inconvénients à être militaire, justement. Qu'est-ce que vous, sur votre carrière qui est assez incroyable, vous avez vu, je ne suis pas tellement intervenue, je vous ai laissé parler. On est quasiment déjà à la moitié du temps parce qu'il y a eu plein de postes qui étaient plus passionnants les uns les autres avec des missions très variées. Mais si vous deviez là maintenant dire ce qui est le principal, ce qui vous plaît le plus dans votre métier et ce qui est peut-être le plus difficile aujourd'hui, vous diriez quoi aux jeunes? Bon, moi, en fait, quand on s'engage dans les armées, on s'engage pour servir. Voilà, donc moi, c'est une action qui a du sens. Voilà, moi, le boulot de tous les jours, on sait pourquoi on vient au boulot. D'ailleurs, on y vient n'importe quand, puisque une des suggestions, mais qui fait partie du métier, c'est la disponibilité. Hein. Lorsqu'on est militaire, on est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc ça, moi, j'ai voulu, j'ai voulu exercer un métier. Alors, dans un domaine qui m'attirait, l'aéronautique, les avions, mais également, j'aurais pu aller dans une compagnie aérienne ou ailleurs, ou dans un industriel. Moi, je suis venu dans l'armée de l'air parce que voilà, je trouvais que ce que me proposait l'armée de l'air et ce que m'avait vendu, et il ne s'était pas trompé, le sous-officier que j'avais rencontré au collège sur son carpe podium, c'était une action qui avait du sens, et ce sens-là, je l'ai toujours rencontré tout au long de ma carrière. Et les valeurs qui sont nécessaires et que nous, on essaie d'inculquer aux jeunes qui s'engagent, elles sont faciles à retenir. Hein. C'est RISE en anglais. Donc, le R, c'est le respect. Voilà, le respect de soi. Voilà, il faut être bien dans ses baskets pour respecter l'autre, donc le camarade. Hein, quand on fait la mission ensemble, il faut avoir une confiance entre nous pour que ça marche. Donc le respect des institutions et des règlements. Hein, quand on est militaire, on obéit aux ordres, même si aujourd'hui la façon de commander n'est pas celle d'il y a 30 ans. Ça, on pourra en parler également. Donc après, il y a le I, c'est l'intégrité. Donc l'intégrité, il faut pas tricher. Quand on est militaire et qu'on potentiellement on va en opération extérieure dans des endroits dangereux, voilà, il faut pas tricher. Il faut être intègre, honnête, pour gagner la confiance de ses camarades avec qui on est au front. Après, le S, c'est le sens du service. Donc ça, j'en ai déjà parlé. On est là pour servir. Et puis le E, c'est l'excellence.
L'excellence, parce que dans l'armée de l'air et de l'espace, on met en œuvre des matériels très pointus. On fait des missions également très pointues et il ne faut pas se tromper. Le mécano qui se trompe, il met en jeu la vie du pilote lorsqu'il décolle. Accessoirement, un matériel qui coûte des millions d'euros également. Mais voilà, donc l'excellence, il faut être rigoureux, quoi. Pour être excellent, il faut être rigoureux. Après, le droit à l'erreur, dans certaines conditions, est permis parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. La faute, c'est autre chose. La faute, elle est punie. Mais le droit à l'erreur, on peut se tromper. Et notamment aujourd'hui où il faut faire preuve d'innovation, il faut tenter. Il faut tenter. Puis des fois, quand on tente, ça aboutit pas, mais tant pis, on aura tenté et on en tire toujours des enseignements. Et puis, vous me demandiez quelle satisfaction. La satisfaction, c'est de réussir la mission ensemble. Ça, c'est l'esprit de cohésion, c'est l'esprit d'équipe. En fait, on dit bien que pour faire voler un avion, il faut 50 métiers. Enfin, il faut toute une armée. Mais en fait, toute une armée, c'est les 50 métiers. C'est vrai. En fait, c'est vrai. Si le mécano il fait pas son boulot, l'avion il décolle pas. Mais si l'armurier il a pas mis l'armement, l'avion peut décoller, mais il sera pas efficace. Voilà. Et puis il faut administrer les gens. Il faut que le logisticien il ait amené les pièces de rechange pour dépanner. Même le cuistot. Il faut que tout le monde soit content et apte il faut que voilà. Donc c'est un des postes les plus importants, j'ai entendu dire. Tout à fait. C'est le moral dépend beaucoup de ça. Et donc en fait voilà, c'est aussi cet esprit de famille. En fait, quand on est aviateur, on rentre dans une famille et c'est pas un vain mot quoi. On le vit tous les jours. Et y compris lorsque malheureusement les circonstances de la vie font que certains de nos personnels traversent des coups durs. On est là. Alors, on essaie on reste à notre place, mais on est là pour les aider. Et notamment, on est là pour aider les enfants qui parfois perdent leurs parents. Donc ça, c'est très gratifiant également, et c'est ce que je recherchais en venant ici. Voilà. Et puis quand on est jeune, on recherche un peu aussi l'aventure. Voilà. Mais alors après, les suggestions, j'en ai parlé, donc il y a la disponibilité. Et puis, vous avez compris à travers mon parcours que pour construire un parcours professionnel intéressant, forcément, ça implique qu'il faut changer de poste. Il y a des postes et donc, du coup, souvent, il y a de la mobilité à la clé. Il y a de la mobilité, des mutations. Moi, j'ai dû être muté une dizaine de fois. J'ai arrêté de compter à 10. Il y en a peut-être plus dans ma carrière. Bon, voilà, ça, c'est sûr que il faut le gérer, quoi. Il faut le gérer, surtout quand, au début, quand on est jeune, qu'on est tout seul, ça passe bien. Après, quand on commence à avoir une famille et surtout des enfants et des ados, les ados, ça devient plus difficile à gérer. Donc voilà, donc ça, il faut l'accepter. Mais tous les gens qui rentrent dans l'armée de l'air ne vont pas faire carrière. Hein. Nous, on a besoin également de gens qui viennent chercher une première expérience, qui font leur première partie de carrière professionnelle chez nous, et ensuite on les aide à se reconvertir. Hein. Voilà, donc il y a toutes les possibilités qui sont offertes. Mon général, merci pour cette première partie. Il est 18h34, donc c'est le moment où je dois prendre les questions avec des jeunes. Et je vois que vous avez été déjà nombreux à en poser et à liker à voter pour ces questions. Donc celle qui a le plus de votes, c'est une question de Marion qui a 22 ans et qui est étudiante en programme grande école à Rennes School of Business. Et elle vous demande est-ce que vous pourriez nous raconter un de vos meilleurs souvenirs de carrière? Alors peut-être justement à Rochefort, vous avez dit que vous aviez eu le blues en quittant cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier Oui, en fait, à Rochefort, c'est vraiment une expérience très forte parce que là, vous êtes chef. Voilà, vous êtes chef. Et chef, c'est pas facile. Après, on réussit plus ou moins bien, mais je pense que pour être un bon chef, il faut déjà être exemplaire. Voilà, ça c'est le début. Si vous n'êtes pas exemplaire, vos subordonnés, ils vous regardent et ils sourient. Voilà. Il faut être exemplaire et puis il faut avoir la compétence professionnelle. Voilà. La compétence professionnelle, elle vous permet de gagner la confiance de vos subordonnés. Voilà. Et après, donc ça c'est le minimum. Mais après, il y a d'autres qualités qui peuvent rentrer en jeu.
et parfois on appelle ça du charisme, et ces qualités-là, elles vous permettent de transformer cette confiance en adhésion. Et là, lorsque vous avez gagné l'adhésion de vos subordonnés, c'est extraordinaire. Alors moi, j'ai essayé, comment j'ai essayé de faire ça? Déjà, j'explique souvent ce que le projet. Alors moi, le chef, lui, il a une vision, il a une mission à accomplir, et donc c'est lui qui établit la stratégie. Et ensuite, la stratégie, il y a des lignes d'opération, et les subordonnés, voilà, il faut qu'ils essayent de remplir les objectifs qu'on a donnés aux uns et aux autres. Voilà, donc il faut l'expliquer ça, il faut l'expliquer pour expliquer le sens, voilà, pour qu'ils sachent pourquoi ils vont travailler. Et puis surtout, il faut les écouter. Il faut inciter à ce qu'ils fassent des propositions. Parce que s'ils font des propositions et que vous les insérez dans votre projet, en fait, ça devient leur projet également. Ils s'approprient. Et moi, je pense que j'ai réussi à le faire, ça, parce qu'à un moment donné, au bout d'1 an et demi à Rochefort, j'ai eu un état, et il y a un ancien qui m'en avait parlé, j'ai pensé à lui, il est décédé malheureusement, c'est un colonel commandant de base que j'avais connu quand j'étais capitaine, et il m'avait dit, à un moment donné, si tu arrives à cet état-là, en fait, les choses, elles commencent à se faire sans que tu aies à le dire. Les gens te connaissent, ils ont compris l'objectif, ils se sont appropriés, ils sont force de proposition, et finalement, tu te rends compte que les choses commencent à se faire. Et toi, tu n'as plus qu'à diriger finement, à les contrôler, parce que quand on est chef, il faut aussi aller contrôler. Et quand on atteint ce niveau-là, honnêtement, excusez-moi l'expression, c'est le pied. Voilà, quand on est chef et qu'on voit qu'on a réussi à mettre en mouvement 3500 personnes pour que tout le monde rame dans la même direction et que globalement, on atteint la mission, puisque je vous rappelle qu'on est passé de l'accueil de 700 jeunes en 2014 à 1400 en 2017, 2018 et 2019, et on est toujours sur 1400. L'année dernière, un peu moins parce qu'il y a eu le Covid, mais voilà. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Voilà, j'ai atteint ce nirvana du commandant de base. Et c'est vrai que du coup, quand on redescend, même si le poste suivant était aussi très intéressant. Mais bon, c'est pas pareil, quoi. Quand on est chef, après, être chef, c'est pas facile, hein, parce que quand il y a des difficultés, tout le monde se tourne vers vous, hein. Et puis là, il faut avoir du répondant, quoi. Et même quand vous êtes inquiet, il faut pas le montrer. Voilà, il y a des fois, vous sentez que la situation vous dépasse, quoi. Mais là, il faut pas le montrer. Il faut réfléchir vite. C'est super. Enfin, je souhaite à tous nos jeunes, là, que ce soit dans l'armée de l'air ou ailleurs, parce que le management, ça se pratique ailleurs, voilà, de connaître un jour ce sentiment-là, quand vous êtes chef de projet, voilà, et que vous avez une mission à accomplir et que vous devez gérer tous ces gens-là, nombreux, hein, 3500, et que finalement, vous voyez que voilà, tout le monde rame dans le même sens. Là, c'est vraiment, ça restera voilà, le meilleur moment de ma carrière. Et j'en ai aussi un autre où je suis assez content, c'est lorsque maintenant je rencontre des anciens subordonnés. Là, je rencontre des gens qui étaient sous mes ordres quand j'étais à Lyon. Voilà, et puis ils viennent me voir, quoi. Voilà, et même quand j'étais à Rochefort, tous les jeunes qui partaient, avant de partir, ils venaient me voir. Donc ils étaient déjà surpris qu'en général veuille les voir. Et je leur disais, voilà, moi je vous dis, vous allez commencer maintenant votre vie dans l'armée de l'air. Je vous promets une vie trépidante dans l'armée de l'air. Et si vous me croisez à l'avenir sur une base aérienne, n'hésitez pas à venir m'interpeller. Même si vous êtes sergent, que je suis général, venez m'interpeller. Et vous me direz si je vous ai menti ou pas. Là. Et ils le font. Chaque fois que je me déplace quelque part, comme j'en ai vu passer 4000 quand même, j'ai des sergents qui viennent me voir et qui me parlent de certaines anecdotes, hein, du concert de Patrick Bruel que j'ai organisé sur la base aérienne de Rochefort ou du restaurant que j'ai ouvert. Bon, voilà. Donc ça, c'est très gratifiant, quoi. Voilà. C'est assez étonnant en vous écoutant parler. On sent que malgré le grade qui est extrêmement important, vous restez extrêmement accessible. Et c'est pas forcément l'image qu'on pourrait en avoir. Donc, merci aussi pour ce partage parce que c'est ça aussi qu'on cherche à faire dans ces webinaires. C'est montrer la réalité qui n'est pas forcément toujours celle qu'on a en tête. J'ai des jeunes filles qui posent beaucoup de questions et je vais mettre ensemble 2 questions qui sont aussi extrêmement votées. Celle de Léa, qui a 21 ans et qui est étudiante en école de commerce, et de Margot, qui est en maths spé.
Et donc, du coup, qui nous demande dans quelle mesure les femmes sont représentées au sein de l'armée de l'air et de l'espace? Y en a-t-il beaucoup qui arrivent à devenir général? Et je mets en lien avec la question de Margot qui disait mes respects, mon général. Les femmes ont-elles les mêmes chances que les hommes pour devenir général? Et tout à fait. elle dit que c'est son rêve. En fait, elle souhaite entrer dans l'armée depuis des années. Alors, ça tombe bien, hein. L'armée de l'air et de l'espace, c'est l'armée la plus féminisée. Donc aujourd'hui, globalement, il y a 24% de personnel féminin dans nos rangs. Donc globalement, sur les 40 000 aviateurs, il y a presque 10 000 femmes. Voilà. Et on a 3 générales actuellement. On a 3 générales. Alors, on n'en a pas plus parce que vous avez bien compris que dans l'armée, on ne devient pas général au bout de 5 ans. Hein. Non. Avant d'être général, il faut être lieutenant, capitaine, commandant. Voilà. Et donc, les gens comme moi qui pourraient, enfin les filles comme moi qui pourraient être générales en ce moment, c'est celles qui ont intégré en même temps que moi, donc en 1985 à l'école de l'air. Et à l'époque, il y avait des quotas. C'est-à-dire que moi, dans la promotion à l'école de l'air, on était 90 garçons et 3 filles. Voilà. Il ne pouvait pas y avoir plus de 3 filles. Pour la seule raison qu'à l'époque, tout ce qui était pilote n'était pas ouvert aux filles directes de carrière. Voilà. Aujourd'hui, tous les métiers sont ouverts aux filles. Donc globalement, on a une personne sur 4 qui franchit les portes d'un centre de recrutement de l'armée de l'air est une fille. Je voudrais qu'il y en ait plus. Voilà. Pour la simple raison que vous avez bien compris qu'on est dans une période de fort recrutement. Et moi, je ne peux pas me passer de la moitié du vivier de la jeunesse française. Voilà, donc, et puis, je pense que la richesse vient de la diversité. Moi, j'ai pu le voir tout au long de ma carrière. Un groupe mixte est beaucoup plus productif, plus créatif qu'un groupe uniquement avec des garçons ou même avec des filles. Voilà. Et puis, on s'est donné un devoir d'exemplarité, nous, l'armée de l'air et de l'espace, vis-à-vis de la société. Voilà, donc c'est vrai que de prime abord, les armées peuvent sembler un monde très masculin. Ben justement, voilà, on veut montrer que par une politique assez ambitieuse et volontariste, on peut aller vers la mixité. Alors ça prend du temps, évidemment, mais on partait de tellement loin. Là, on est quand même déjà à 24%. Et l'objectif, c'est d'aller vers 30 et plus. Hein, voilà. Donc, on dit à Margot que si elle rentre dans l'armée de l'air et de l'espace demain, elle a toutes ses chances pour devenir générale. Mais tout à fait. En fait, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Le genre n'a aucune différence, et y compris dans la rémunération. Voilà. Vous n'êtes pas rémunéré parce que vous êtes un garçon ou une fille. Vous êtes rémunéré parce que vous avez tel grade, et puis la situation familiale intervient aussi. Voilà, mais de la même façon. Voilà. Ok. Alors, on a beaucoup de questions. On a Kylian qui a 24 ans, qui est en M2 IGS RH à Lyon et qui vous dit « Bonjour mon général, quel est le délai moyen entre le dépôt d'une candidature au CIRFA, le passage des premiers tests de sélection, puis la signature d'un contrat ?» Alors là, on s'adresse au DRH. Ouais. Alors malheureusement, il est assez long. Donc il faut être patient. Il est assez long parce qu'on a quand même pas mal de candidats. Alors je ne sais pas quel métier il vise principalement, s'il veut être pilote ou plutôt… je fais des études RH à Lyon, mais je sais que chez vous, et ça c'est une des beautés aussi de l'armée de l'air et de l'espace, c'est que si on rentre sous contrat, on peut potentiellement aller sur plein de métiers différents. Oui, bah, alors moi je pose la question parce qu'en fait, les temps d'attente sont plus longs pour les pilotes. Parce que pour les pilotes, il y a plus d'étapes à passer. Il y a des tests psychotechniques assez poussés et il y a aussi l'aptitude médicale. Il y a une visite médicale assez poussée également que n'ont pas forcément les OSC des autres spécialités. Donc, pilote, c'est permis à tout le monde. Hein. Il ne faut pas croire qu'il faut être un surhomme ou une surfemme pour être pilote. Hein. Mais bon, voilà, on essaie quand même d'être sélectif pour éviter de rentrer dans la formation des jeunes qui vont échouer un an plus tard. Parce qu'en fait, pilote, et notamment pilote de chasse, c'est la compétence la plus longue à générer au sein de l'armée de l'air. À partir du moment où on rentre, globalement, il faut 3 ans avant d'arriver pilote à l'instruction dans une unité opérationnelle. Donc là, sur Mirage 2000 ou sur Rafale. Et encore, une fois qu'on est là, après, il y a une progression professionnelle encore à assumer, passer de pilote à l'instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille. Voilà, donc les pilotes, on essaie quand même de ne pas se tromper, quoi, pour
voilà, pour ne pas décourager et frustrer les jeunes. On préfère leur dire tout de suite si on pense que tu n'as pas forcément les capacités plutôt que de le lancer. Mais tout le monde peut essayer. Hein. Tout le monde peut essayer. Mon général, c'est la question de Roberto qui a 19 ans et qui est en prépa scientifique à Cachan. Quels sont les principaux critères de sélection pour devenir pilote de chasse et dès quel âge on peut postuler? Alors, pilote de chasse, en tant qu'OSC, on peut postuler dès le bac. Et à partir du bac, on peut postuler. Après, là, on devient OSC. Alors lui, si j'ai bien compris, il est en classe prépa. Ouais. Donc classe prépa, il peut viser le concours de l'école de l'air. Et là, il peut faire pilote, mais là, du coup, il sera officier de carrière. Donc là, officier de carrière, il peut faire toute sa vie pilote dans l'armée de l'air. Et plus tard, viser les plus hautes responsabilités, voilà, s'il fait l'affaire, qu'il réussit l'école de guerre, etc. Mais OSC, il peut, dès qu'on a un bac en poche, on peut faire OSC. Alors, il y a des tests, psychotechniques et également, il y a des tests qui permettent de vérifier que vos capacités de division de l'attention sont suffisantes. Parce que dans un avion, globalement, il faut faire plusieurs choses très vite, presque en même temps, quoi. Et donc là, vous avez des tests où vous êtes dans un cockpit. Donc là, on vous fait bouger le palonnier, le manche, faire du calcul mental en même temps, etc. Et puis, il faut, voilà, là, on essaie de repérer si vous avez des capacités de division de l'attention suffisantes. On a Louise qui demande quelle est la probabilité pour un officier sous contrat de bénéficier d'une passerelle interne pour devenir officier de carrière. Elle a 25 ans, elle fait un M2 en géostratégie, défense et sécurité internationale à Sciences Po Aix. Bon, très bien. Donc ça s'appelle de l'intégration. Donc quand on rentre officier sous contrat, comme son nom le dit, on a des contrats. Donc en gros, on est en CDD. Et il y a sur volontariat, il y a possibilité de se faire intégrer, donc là, de devenir de carrière. Alors, on intègre à plusieurs moments. Soit on intègre assez vite, lorsqu'on vient d'arriver, qu'on est encore lieutenant, et là, on intègre les personnes où on a décelé un potentiel important. Donc là, en les faisant devenir de carrière, on leur donne pratiquement les mêmes chances d'évolution parce qu'elles sont encore jeunes que les directs, c'est-à-dire ceux qui ont intégré par l'école de l'air ou ceux qui, parce qu'on peut devenir officier également en ayant été avant sous-officier. C'est la promotion interne que je protège et que j'essaie même de développer. Voilà. Donc, soit on intègre lorsqu'on est jeune lieutenant, et là, ça vous donne vraiment beaucoup de potentiel, soit on intègre un peu plus tard, lorsqu'on est commandant, capitaine, voire jeune commandant, et là, on intègre plutôt des compétences. C'est-à-dire que là, il y a des niches, on a des compétences rares sur lesquelles on a investi pour les générer, et donc du coup, on veut les garder, et là, on intègre, évidemment, toujours sur volontariat de l'intéressé. Donc, il y a possibilité, oui, d'être intégré. Très clair. Ça marche assez bien. On a Guénolé qui demande quelle prépa militaire vous conseillez pour pouvoir intégrer l'école de l'air? Bon, alors, moi, j'ai fait celle de l'école des pupilles de l'air parce que l'école de pupilles de l'air, c'est le lycée militaire armée de l'air. Donc, forcément, moi, quand j'étais à l'école des pupilles de l'air, tous nos contrôles, tous nos devoirs surveillés, on ne faisait que des annales des épreuves qui étaient tombées les années précédentes à l'école de l'air. Donc, celle-là, elle prépare vraiment à l'école de l'air. Mais si vous êtes bon, n'importe quelle prépa, nous, on reçoit les gens qui sont admis. Et c'est même intéressant parce que c'est encore en train de s'éteindre. Vous savez, c'est des trucs volumétriques. Voilà. Donc, il y a des prépas de plus en plus cotés, quoi. Cachan, Auch, etc. Donc, voilà. Pour répondre à votre question, l'école des pupilles de l'air, mais très clair. On reçoit des gens qui viennent de toutes les prépas. Il y a Timothée qui a 23 ans et qui est étudiant au programme Grande École à Montpellier Business School, qui demande s'il y a un processus de sélection particulier pour devenir officier de la réserve militaire de l'armée de l'air. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça marche? Oui, alors officier réserviste, vous pouvez le devenir en effet sans forcément être d'active. Et donc pour ça, oui, il y a un processus. Il faut faire une préparation militaire
une formation militaire initiale du réserviste. Et puis ensuite, il faut demander à être engagé. Donc là, ça se fait un peu localement, tout dépend où vous voulez être. Et il faut qu'il y ait un poste. Voilà, il faut qu'il y ait un poste libre. Donc moi, quand j'étais à Rochefort, justement, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient. Parce que je suis arrivé en 2017 et on était dans la période malheureuse où des attentats, où la France avait été vraiment touchée sur son sol, le Bataclan, etc. Et donc là, on sentait dans la jeunesse française une envie de servir. Donc moi, j'ai vu affluer beaucoup de jeunes qui voulaient, qui voulaient faire quelque chose. Et donc du coup, on leur faisait cette formation militaire initiale du réserviste. Et ensuite, j'en prenais quelques-uns en fonction des postes qui étaient disponibles. Et ils venaient de temps en temps, au minimum 30 jours par an, pour faire des activités militaires qui nous étaient bien utiles. En lien un petit peu avec cette question, on a Quentin qui a 21 ans, qui est étudiant en L3 en droit, qui est réserviste aujourd'hui. Et il dit il est futur M1 en relations internationales à l'Université de Guyane. Et il demande si vous savez s'il est possible de cumuler à la fois un contrat d'alternance de niveau master avec un contrat de réserve. Je pense que ça doit être possible. Mais bon, là, c'est quand même une question très spécialisée. Ça doit pas. C'est la première fois qu'on me la pose. Mais vu comme ça, je n'y vois pas de problème. Alors, on peut être réserviste et puis quand on est réserviste, on a une activité à côté, forcément. Voilà, donc qu'on soit stagiaire, bah oui, faire un stage chez nous, pourquoi pas. Donc je n'y vois pas d'empêchement. Ok. Alors, mais ce sera à confirmer. Voilà. Ok. J'ai besoin de votre aide, mon général. Il y a Robin qui demande comment se déroulent les sélections NOSA. N-O-S-A. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, c'est nos officiers navigateurs. Merci. En fait, c'est globalement les mêmes que pour les pilotes. Hein. Voilà, donc il faut aller à Tours, où là, on a pareil des tests psychotechniques, et puis c'est le même processus. Et il y a la visite médicale également. Donc, il n'y a pas. Et c'est bien parce qu'on on a de plus en plus de candidats qui veulent faire un navigateur, alors que finalement, donc NOSA, alors que voilà, ce qu'on connaît le plus, c'est plutôt pilote, quoi. Mais vous savez bien qu'il y a des avions qui sont biplaces et qu'il y a le pilote devant et le NOSA, enfin l'officier système d'armes, qui est derrière. Parfait. On a Théo, et c'est une question intéressante et je pense qu'il faut qu'on prenne, qui a 21 ans, qui fait un bac +3, 4 gestion de projet informatique. Il demande si l'armée de l'air et de l'espace recherche des profils bac +3 pour le recrutement d'OSC ou il faut absolument avoir un bac +5. Ah non, un bac +3 suffit. Voilà. Donc ça, et d'ailleurs, comment il s'appelle ce jeune-là? Il s'appelle Théo. Théo, on a besoin de toi. Voilà, on a besoin de toi. Voilà, on a des gros besoins. On a des gros besoins dans tout ce qui est informatique. Voilà, système d'information. On a et derrière ça cyber. Voilà, derrière ça cyber. Et d'ailleurs, je vous rappelle, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je vous rappelle qu'il y a des activités qui ne peuvent être faites légalement qu'au sein des armées, quoi. Voilà, donc en termes d'informatique. Voilà. Donc là aujourd'hui, vous savez que là, on fait de la cyberdéfense, mais on fait aussi de la lutte informatique offensive. Et donc là, on a besoin de tout ce qui est informatique. On a des gros besoins. Donc je suis prêt à l'engager tout de suite. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais lorsque vous arrivez dans l'armée de l'air, toutes ces formations elles sont rémunérées. Hein. Vous vous engagez, vous êtes déjà payé tout de suite. Et typiquement, les OSC cyber, informatique, système d'information et de communication, il y a même une prime à l'engagement. Hein. Il y a même une prime à l'engagement qui est de 15 000 euros. Parce qu'on a besoin de ces profils-là. Alors, on a besoin de tout le monde, hein, mais ces profils-là, comme il y a la concurrence très rude du secteur privé, on a plus de mal à les attirer chez nous.
on arrive à la fin. Le temps passe très vite en votre compagnie, mon général. Donc, je vais essayer de prendre 2 dernières questions. On va essayer de faire assez rapide. Il y a Youssef qui a 28 ans, qui est étudiant à Centrale Paris en recherche de reconversion professionnelle. Il demande quels sont les métiers possibles dans l'armée de l'air dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, et est-ce qu'il est possible de devenir aviateur à des âges plus avancés? C'est-à-dire que lui, il ne sort pas d'école, il est déjà diplômé, il a 28 ans. Est-ce qu'on peut rejoindre l'armée de l'air et de l'espace à 28 ans? Jusqu'à 30 ans, c'est bon. Parfait. Donc, il peut venir. Et Cyril qui demande comment on arrive à être crédible auprès de son équipe quand on commence à donner des ordres à 23 ans? Et ça sera la question de la fin. Mais c'est justement la difficulté. C'est une très bonne question, ça. Alors, moi, j'étais en formation à l'école de l'air. Je savais que j'allais arriver lieutenant, jeune lieutenant de 23 ans en unité. Et en fait, les anciens, justement, le capitaine qui était mon professeur, là, le capitaine qui était mon professeur, qui lui avait déjà vécu cette expérience, il m'avait dit, quand tu arrives, sois humble, repose-toi sur tes adjudants-chefs et tes majors. C'est eux qui tiennent la boutique. Donc moi, j'ai fait ça. Je suis arrivé, certes, j'ai lieutenant, mais en gros, j'étais un jeune qui avait encore tout à apprendre. Et c'était moi le chef, mais voilà, il faut commander de façon intelligente. Je me suis appuyé sur mes anciens, là, les adjudants-chefs, les majors, qui eux connaissaient le métier, tenaient la boutique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on acquiert une compétence, voilà, la crédibilité professionnelle. Si vous arrivez en disant c'est moi le chef, je connais tout et je vais tout changer, là vous allez au carton, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui on commande plus comme avant. Et puis après, moi typiquement, j'étais lieutenant à Nice. Certes, il y avait le boulot, mais j'ai monté une équipe de foot avec mes sergents et mes sergents-chefs. Et tous les lundis soirs, on allait jouer championnat régional. Voilà. Après, il faut créer des liens, quoi. Après, il faut créer des liens. Et généralement, les gens sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils savent se comporter en dehors. Et après, au boulot, ils savent que c'est vous le chef. Voilà. Et si vous n'êtes pas un gros con, vous êtes respecté. Et puis, ils comprennent que vous arrivez, vous ne pouvez pas tout savoir. Voilà. Donc, en fait, ils sont assez bienveillants. D'ailleurs, le grade de lieutenant, c'est un super grade parce que vous êtes jeune. Et en fait, on vous pardonne tout. Voilà, même vos chefs, ils vous pardonnent tout. Enfin, évidemment, il ne faut pas mettre le feu, mais voilà, parce que vous êtes en apprentissage. Alors, après, quand vous êtes capitaine, c'est différent. Là, vous n'avez plus l'excuse de voilà, je suis jeune parce que vous avez déjà quelques années d'expérience. Voilà. Mais c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question et je pense que ça s'applique également dans le monde civil. C'est-à-dire, et ça, vous êtes jeune. Moi, si je pouvais vous donner un conseil, hein, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous. Il faut oser. Voilà, il faut oser. Il faut rien s'interdire. Il faut rien s'interdire, mais il faut oser de façon intelligente. Voilà. C'est ce que je disais à mes jeunes. Vous arrivez en unité, vous êtes sergent, donc humble. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, mais confiant. Il faut que vous ayez confiance en vous parce que vous venez de réussir la formation qui est quand même assez poussée ici. Donc, vous avez montré que vous avez les capacités à apprendre et à vous adapter. Et puis surtout, soyez enthousiaste. Voilà, vous êtes jeune. C'est vous qui devez amener l'enthousiasme. C'est vous qui devez faire bouger les choses. Les anciens, souvent, ils sont en balistique, quoi. Ils font comme on a toujours fait. C'est vous qui avez une autre ouverture d'esprit, qui avez grandi de façon différente. Donc, c'est à vous. C'est à vous de préparer le monde de demain. C'est votre responsabilité. Et je ne sais pas dans quel état on va vous le laisser, nous. Ça, c'est après. Mais donc, osez. Voilà, osez. Osez, mais de façon intelligente. Voilà. Merci, mon général. Merci pour cette heure passée en votre compagnie. Alors, je m'excuse. Je n'ai pas réussi à prendre toutes les questions, mais c'est toujours le cas. Bonne nouvelle pour vous. On a 50 ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace qui sont présents sur Major Blesses et qui vous donnent du temps pour vous expliquer leur quotidien. Et pour vous montrer à quel point le général Alvarez est accessible, lui-même, général, DRH de l'armée de l'air et de l'espace, il est présent sur Major Blesses et il donne du temps à quelques jeunes qui peuvent lui envoyer des messages quand il est disponible. Donc, n'hésitez pas à lui écrire, n'hésitez pas à aller voir les autres aviateurs et aviatrices qui sont présents sur la plateforme pour continuer ces échanges. Je pense que vous l'avez compris. Il y a plein de places pour notre belle jeunesse au sein de l'armée de l'air et de l'espace, plein d'opportunités, plein de
manière d'avoir des belles carrières, à la fois pour les hommes comme pour les femmes, avec des opportunités d'avoir la même carrière que le général Alvarez, qui nous a compté pendant 7 heures sa carrière impressionnante. Ça donne envie. Moi, je suis trop vieille, je peux plus faire ça. Mais vous avez encore l'opportunité de le faire. Donc voilà, on vous invite à aller rencontrer les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Marion vient de vous mettre le lien pour pouvoir poursuivre les échanges avec eux. Vous savez que tout sera disponible en replay dès demain. Donc, on vous postera le replay pour que vous puissiez revoir ce moment. Je vais laisser dans un instant le mot de la fin au général pour qu'il vous donne un dernier message. Moi, je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours, mais je vais garder encore un petit peu de temps le nom de notre invité. Ça sera la semaine de la femme, enfin, ce sera la semaine de la journée de la femme. Donc, on va essayer d'avoir une femme avec nous la prochaine fois. En tout cas, encore une fois, merci mon général. Merci pour votre disponibilité. Ça se sentait dans vos échanges, dans votre manière de nous conter votre carrière. Et puis, merci. Merci de votre engagement sur My Job Glasses. Merci de votre engagement pour les jeunes. Et puis, je vous laisse le mot de la fin. Oui, donc bon, je vais essayer d'être synthétique. Hein. Souvent, c'est ce qui est le plus difficile, être synthétique. Donc, vous aurez bien compris que l'armée de l'air, elle remonte en puissance, qu'on est en train de se moderniser. On reçoit des nouveaux matériels. On est en train de changer nos ravitailleurs en vol, de moderniser nos avions de chasse, de recevoir de nouveaux avions de transport. Les drones, c'est un domaine qui prend de la vitesse. Et puis, désormais, on est l'armée de l'air et de l'espace. Donc, ça ouvre de nouveaux horizons. Donc, l'armée de l'air monte en puissance et on recrute beaucoup. On a besoin de jeunesse. Donc, 3500 jeunes tous les ans de tous les niveaux. Et pour faire tous les métiers, certes pilotes, mais pas que. Hein. On a besoin d'ailleurs, la plupart des jeunes qui s'engagent, c'est pour faire tous les autres métiers. Donc, on vous attend. On vous attend. L'armée de l'air, je vous l'ai déjà dit, je vous promets une vie trépidante, faite d'aventures, de rencontres, de partage, et dans un seul but, dans le but de remplir la mission. Et la mission, c'est protéger la France et les Français. Donc, il n'y aura que du bonheur. Et puis, après, voilà, ça peut être pour faire carrière, ça peut être également pour faire une première partie de carrière professionnelle et acquérir de l'expérience. Et on vous aidera même à vous reconvertir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des 50 ambassadeurs. On a choisi du personnel tous volontaires, tous motivés. Et en fait, on a choisi un panel assez varié de métiers, des hommes, des femmes, des mécanos, des informaticiens, des pilotes, des navigateurs, des fusiliers commando, enfin tous les métiers pour que potentiellement ils puissent vous renseigner. Je sais que c'est une période un peu délicate pour vous, puisque là, il faut faire un choix qui va conditionner les prochaines années de votre vie, mais faites-le sans, faut pas que vous ayez des regrets, quoi. Et puis pensez que la vie elle est devant vous, elle vous appartient, et que potentiellement aujourd'hui vous aurez plusieurs carrières. Donc même si vous faites une première expérience et que vous devez changer, c'est beaucoup plus facile de changer aujourd'hui qu'avant. Donc je vous dirais osez, voilà, osez, quel que soit votre choix et votre domaine. Vous avez des idées, vous avez du dynamisme, de l'enthousiasme, c'est sur vous que repose un petit peu la suite. Nous, enfin moi en tout cas, je vais bientôt donner les clés de la maison aux jeunes qui arrivent. Et voilà, donc moi j'ai essayé de le mettre en pratique tout au long de ma carrière. Avec humilité, mais beaucoup de travail, parce qu'on a rien sans rien, quoi. Il faut travailler, mais essayez d'oser, voilà, la lumière s'éteint encore, de faire ce qui s'est jamais fait. Moi, bon, je suis bavard, hein, je reviens encore à Rochefort. Souvent, quand on me disait, tiens, ça s'est jamais fait, bah, si j'estimais que ça pouvait être utile, bah, pourquoi pas. Après, il y a des fois où on n'a pas réussi, puis il y a d'autres fois où on a fait un truc qui s'était jamais fait. Voilà. Donc, soyez enthousiastes,
Et je vous dis encore une fois, oser. Oser, c'est la clé de la réussite. Mais oser en se donnant les moyens, hein, parce que on n'a rien sans rien. Ça a été une constante, c'est une constante de tous les temps. Donc merci et à bientôt. Merci mon général. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.